Le professeur Maurice Kamp doit rencontrer ce 22 mars à Yaoundé le corps enseignant. Une rencontre avant laquelle plusieurs d'entre eux formulaient de nombreuses attentes. Nos attentes par rapport à ce que nous faisons depuis une vingtaine d'années sur les problématiques de l'éducation sont grandes, à savoir partager notre expérience, partager notre vécu, partager non seulement les problèmes que nous rencontrons, mais également suggérer quelques solutions qui peuvent être mises en œuvre plus tard, si jamais, n'est-ce pas, l'hôte du jour arrivait, n'est-ce pas, à la magistrature suprême avec tous les leviers de pouvoir pour pouvoir donner une suite favorable à ce que nous aurons proposé aujourd'hui. L'attente, j'aimerais bien avoir sa vision qu'il a sur l'éducation en général et sur la fonction enseignante. Qu'est-ce qu'il prévoit dans son programme, n'est-ce pas? J'aimerais également, à titre personnel, lui présenter quelques difficultés du métier. Il est bien vrai, quand je regarde dans la salle, il y a des camarades syndicalistes qui sont conviés et qui maîtrisent mieux le sujet. Donc, pour nous résumer, mes attentes, c'est d'abord voir sa vision sur l'éducation en général et la fonction enseignante en particulier. Et enfin, s'il y a possibilité de recueillir des avis personnalisés, par exemple, concernant l'éducation, s'il y a une tribune qui nous permet de nous adresser, de donner notre opinion, on lui donnera également, on lui citera, on lui présentera quelques problèmes que rencontre l'éducation et la fonction de l'enseignant au Cameroun. Syndicaliste du SNAES, je dois avouer que c'est une initiative qui me paraît intéressante parce que d'abord elle est innovante. C'est la première fois qu'un parti politique sollicite à rencontrer, à échanger avec les enseignants, ou alors avec des corps de métier, parce que parfois on a l'habitude de penser pour les autres, hein, et comme on dit souvent, quand on pense pour vous, sans vous, ça peut être contre vous. Donc, je pense que cette rencontre-ci va être fructueuse parce que pour une fois, ce sera un échange où nous allons écouter la vision que le MSC a pour l'éducation, pour la profession enseignante, et nous allons présenter la nôtre et nous allons comparer les deux pour voir à la fin quel peut être le cadre de collaboration qui peut être instauré entre les enseignants et les partis politiques. Parce que nous pensons que pour une fois, il faut que nous soyons acteurs. Il ne faut plus que les autres décident sans que nous participions à leur construction nationale, parce que l'éducation est l'un des piliers du développement d'un... Mes attentes à propos, n'est-ce pas, à l'issue de cette rencontre, je peux dire que j'ai deux attentes. La première, c'est la gestion du personnel enseignant à travers le territoire. On a remarqué qu'il y a une forte concentration des enseignants en zone urbaine et ces enseignants, pour la plupart, sont sous-employés au détriment, n'est-ce pas, de la zone rurale qui en a véritablement besoin. Mais ce qui explique, n'est-ce pas, cette forte concentration d'enseignants dans les zones urbaines, c'est parce que justement les zones rurales ne sont pas du tout viabilisées. Pas du tout. Il y a un problème d'accessibilité à l'eau, l'électricité, les infrastructures, ça manque cruellement. Et du coup, s'il faut parler par exemple de l'implémentation de la digitalisation, n'est-ce pas, au niveau de l'établissement, ça ne peut pas se faire facilement en zone rurale puisque ça manque d'électricité. Entre autres, il y a de gros soucis. Donc, mes attentes qu'on viabilise, n'est-ce pas, les zones rurales, espérer déconcentrer, n'est-ce pas, les enseignants des zones urbaines. Voilà. Et la deuxième attente, c'est, je veux dire, au niveau du profil des carrières. Je vous dis, il y a des enseignants qui sont à 25 ans de craie en main, et leurs supérieurs hiérarchiques sont leurs premiers élèves, leurs tout premiers élèves. C'est des situations de frustration qui impactent, n'est-ce pas, sur la performance de l'enseignant. C'est des injustices qu'il faut véritablement corriger. Enfin, il y en a plein, mais je vais m'attarder juste sur les deux là. Je suis délégué émérite, d'abord de l'éducation nationale, ensuite des enseignements secondaires pendant de nombreuses années. Et en plus, j'ai créé un journal, l'Étoile éducative, qui donnait un journal de l'éducation en 1995 et qui rapportait les faits de l'éducation et qui faisait des propositions au gouvernement
pour l'amélioration de notre système éducatif. J'ai donc accepté de venir ici pour donner les mêmes propositions au MRC afin que son président, c'est ce que j'attends, ait une vision beaucoup plus large et beaucoup plus claire de ce qu'il entend faire du Cameroun demain. Vous êtes sans ignorer que le personnel enseignant au Cameroun traverse des moments les plus difficiles. Nous avions, depuis 2016, revendiqué le Forum national de l'éducation, où le gouvernement nous avait promis, n'est-ce pas, la tenue de ce forum en 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2025, il y a de cela 9 ans que le forum n'a pas eu lieu. On ne dit pas que le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement est en train de beaucoup faire. Mais les enseignants cherchent toujours et courent toujours derrière la tenue de forum et courent derrière le statut particulier des enseignants qui va améliorer certainement les conditions de travail et de vie du personnel enseignant au Cameroun. Dans son propos introductif, le professeur Maurice Kamto a présenté sa vision d'un nouveau système éducatif camerounais aux enseignants, inspecteurs régionaux d'enseignement, délégués régionaux et syndicalistes. Une vision axée autour d'une réinvention et une refondation du système éducatif avec comme pilier essentiel la modernisation du système éducatif national, la mise en place d'un système éducatif performant, une harmonisation de la segmentation du système éducatif, un enseignement secondaire plus professionnalisant et des investissements intensifs dans le système. C'est un immense plaisir et, à vrai dire, un honneur d'accueillir ici, en ce début d'après-midi, des représentants du personnel enseignant des établissements secondaires du Cameroun. D'emblée, je voudrais dire que cette rencontre était prévue pour avoir lieu depuis la fin de 2023. Diverses circonstances et autres péripéties ne nous ont pas permis de l'organiser à temps. Ne serait-ce que parce qu'entre-temps, de notre côté, une des chevilles ouvrières de la préparation de l'événement était absente du Cameroun. Nous avons préféré qu'il soit physiquement présent à l'occasion de la tenue de cette rencontre. Je suis particulièrement heureux parce que c'est la première fois que nous organisons un tel exercice, une telle rencontre. Je suis heureuse également parce que cette rencontre, au-delà des discussions sur la réforme du système éducatif camerounais, je dirais la réinvention ou la refondation du système éducatif camerounais, est pour nous de témoigner à votre endroit l'estime, le haut estime que nous avons pour le corps enseignant. Cela ne devrait pas vous surprendre outre mesure, parce que je fais partie de ce corps. Il y a une différence peut-être de degré, parce que je suis, ou j'ai été de l'enseignement supérieur, mais dans tous les cas, il y a le mot enseignant. Le même exercice, la même exigence pédagogique, la même passion de transmettre, de construire, de participer à la formation des jeunes Camerounais de demain. Je sais aussi le sacrifice que vous n'avez cessé de consentir, que nous n'avons cessé de consentir. Je sais en particulier que lorsque notre pays était confronté aux difficultés économiques les plus sévères, qui ont entraîné, entre autres, la diminution drastique des salaires,
dans les années 1990, couplé d'ailleurs à la dévaluation du franc CFA, qui a affecté sévèrement le pouvoir d'achat. Vous en avez été les premières victimes. Quand on a un corps dans une société qui, dans l'adversité quasi quotidienne, affronte la tâche et assume ses responsabilités, on lui doit une reconnaissance profonde et sincère. Ne voyez pas dans mon discours les propos d'un homme politique que je suis et que je ne nie pas. Mais c'est vraiment les propos d'un Camerounais qui est reconnaissant à ces corps-là, comme je l'ai dit d'ailleurs à l'occasion de la rencontre avec les médecins. Vous êtes là, avec vos revendications que nous connaissons tous et que nous n'avons jamais cessé de soutenir. Je peux m'enorgueillir de dire que nous avons été, je ne dirais pas le seul peut-être, mais parmi les premiers et toujours parmi les premiers à prendre position lorsque les enseignants ont formulé leurs problèmes. Nous avons proposé par moments des solutions pratiques, des solutions que nous avons mis en œuvre si nous étions en capacité de gouverner le pays. Parce que c'était une solution pratique, sage, responsable, qui pouvait vous apporter la sérénité nécessaire. C'est-à-dire de dire, vous revendiquez 100 francs, il faut que tout de suite on vous paye 50 francs et que l'on échelonne le paiement, que l'on vous donne des titres pour vous permettre de récupérer les 50% restants, c'est-à-dire les 50 francs restants. Parce qu'ayant un titre, si quelqu'un est dans la détresse, il peut céder son titre contre de l'argent frais, quitte à ce que ce soit avec une petite cote. Nous l'avons proposé et cela aurait pu régler entièrement et totalement, une bonne fois pour toutes, les revendications que vous avez sur les questions de rémunération, de salaire et de primes. Je voudrais enfin dire ici que cette rencontre est un moment pour nous historique. Parce que je souhaitais du fond du cœur que nous ayons une telle rencontre. En regardant le document du COREC, je me suis rendu compte que nos politiques en matière d'éducation nationale reprennent à 90% au moins ce qui est dans le document du COREC. Donc nous sommes très à l'aise pour discuter, voir les points qui ne figurent pas déjà dans notre programme et voir dans quelle mesure nous pouvons les prendre en compte effectivement. La refondation du système éducatif camerounais est indispensable. Nous prétendons avoir été de ceux, en tout cas les premiers, à avoir mis sur la table la question, non pas seulement de la réforme, de la refondation de l'éducation. Je l'ai dit pratiquement, si vous prenez mes premiers discours, en tout cas mes premières sorties publiques, après 2012, vous trouverez. Mais je l'ai dit encore et en consignant par écrit dans mon programme de 2018. Et pourquoi? Parce que j'avais observé que le système éducatif colonial formait des clercs qui pouvaient assister l'administration coloniale, quelques agents de l'administration. Le système éducatif post-colonial ou mis en place immédiatement après l'indépendance visait à former des cadres de remplacement des administrateurs coloniaux. Ce système n'était pas mauvais, mais il a produit ses pleins effets. Et il a cessé de correspondre aux attentes de notre société depuis au moins la fin des années 1980. C'est au début des années 1990 qu'il aurait fallu déjà faire la réflexion que nous faisons ici ensemble et mettre en forme les nouveaux systèmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut un Cameroun avec des jeunes formés à répondre à nos problèmes immédiats de développement. Avec un accent particulier qu'il faudrait mettre sur les enseignements scientifiques, techniques et technologiques. Je n'ai jamais prétendu qu'on va supprimer complètement les enseignements littéraires ou de sociologie, mais il faut renverser totalement les proportions. À l'heure actuelle, cela représente à peu près 80% dans notre système d'enseignement. Ceux qui vont dans les filières, disons, des sciences humaines et de littérature. Nous devons, dans
dans une dizaine d'années, avoir renversé pour avoir une proportion de 20 à 80, pour ne pas dire de 10 à 80, à 90. Sinon, nous ne pouvons pas nous développer, qu'on ne vous trompe pas. C'est pour cela que, dès lors qu'il y a un chantier d'une certaine envergure, on est obligé d'aller chercher des techniciens ailleurs. Qu'on ne vous trompe pas. Les Camerounais sont diplômés, mais ils n'ont pas les diplômes qu'il faut pour le développement de leur pays. Songez que lorsqu'il a fallu construire le pipeline Tchad-Cameroun, tous les soudeurs étaient colombiens et philippins. Il n'y avait pas de Camerounais. Mais allez voir quel salaire ils gagnaient. Je ne prends donc que cet exemple pour illustrer. Or, c'est le système éducatif qui produit justement des agents de développement adaptés. C'est pour cela que dans notre démarche, nous voudrions non seulement ne pas perdre le temps pour mettre en place ce nouveau système, mais faire en sorte que nos enseignants, ceux que vous encadrez comme syndicat, ceux enseignants que vous êtes déjà encore en activité, eux-mêmes soient recyclés pour répondre à cela. Parce que nous n'allons pas attendre une génération entière. Si les enseignants d'aujourd'hui, on attend, les jeunes enseignants, on attend qu'ils aillent à la retraite pour avoir une nouvelle génération sortie des écoles normales et autres, pour pouvoir prendre le relais, ça nous prendra 20 ans pour mettre en place ce système. Notre approche, c'est de dire que très rapidement, on va faire des modules de recyclage des enseignants, qu'il s'agisse d'enseignants fonctionnaires ou des contractuels. Il va falloir que, suivant les options qui existent aujourd'hui, nous puissions avoir des recyclages pédagogiques qui peuvent aller de 6 mois à 12 mois, pour que les gens soient prêts à mettre en œuvre rapidement la réforme ou bien la refondation que nous voulons mettre en œuvre dans notre pays. Pour moi, le système éducatif d'un pays est un trépied. Le premier, c'est le corps enseignant. Le deuxième, c'est l'apprenant, c'est-à-dire l'élève et les parents. C'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est l'État. Ce sont les institutions publiques. Voilà les trépieds de l'enseignement dans un pays. L'enseignant, l'étudiant ou l'apprenant ou l'élève et l'État. L'enseignant est celui qui véhicule. C'est la clé. Et on ne le dit pas pour vous faire plaisir, parce que c'est la réalité. Tout repose sur lui. L'autre, le réceptacle, ce qui est l'étudiant ou l'élève, ne reçoit que parce que vous lui transmettez quelque chose. C'est fondamental si nous voulons réformer notre système éducatif, de mettre l'enseignant au centre du système. Pourquoi? Parce que même sur le plan pédagogique, commençons même par le plan pédagogique, si l'enseignant n'épouse pas et n'entre pas dans le projet national du nouveau système éducatif, ce système ne sera pas performant. Donc il faut qu'il se l'approprie. Il faut que ce soit son affaire. C'est pour cela que nous pouvions nous contenter de rester ici au MRC, rédiger notre document et le publier. Mais j'ai dit non. Même si nous ne sommes pas là pour recruter les enseignants comme militants de notre parti, je voudrais que ce soit très clair. Nous sommes là pour parler à un ordre professionnel qui est important dans notre pays. Chacun est ensuite libre de ses choix politiques. Il faut que ce soit clair. Mais je dis, si nous ne partageons pas l'idée que l'enseignant étant au cœur de ce dispositif, il faut qu'il partage le projet éducatif national, nous sommes dans l'erreur. Nous disons qu'il faut mettre l'accent sur les sciences. Vous allez, vous, enseignants, faire un effort extrêmement important pour que cela soit possible. Pourquoi? Si je prends l'enseignement des mathématiques, qui est justement un des piliers d'un système qui veut mettre l'accent sur la science, la technologie et tout, vous savez que la plupart de nos élèves fuient les mathématiques parce qu'ils croient que c'est incompréhensible. Or, il faut simplifier l'enseignement des mathématiques. Il faut le rendre accessible aux étudiants. L'enseignant ne doit pas venir montrer à l'élève qu'il sait beaucoup et que c'est compliqué et que c'est hors de portée de l'élève. Il est là pour lui dire non, c'est peut-être compliqué, mais moi je suis là pour simplifier, pour que tu comprennes. C'est ça, la démarche pédagogique est totalement différente. Je peux m'asseoir dans un amphithéâtre pour dire que quand j'ai fini mon cours, aucun étudiant n'a rien compris de ce que j'ai dit. Ça peut être ma fierté de leur montrer qu'il y a un tel gap entre eux et moi qu'ils n'ont rien compris. Mais
La vraie démarche pédagogique veut que quand j'ai terminé le cours, je sois satisfait. Parce que je lis sur leur visage qu'ils ont compris ce que j'ai dit. Et c'est ça que nous devons mettre au cœur, par exemple, de l'enseignement des mathématiques. Moi, j'ai fait la série A. Et pour vous dire, j'avais un blocage sur les mathématiques. Je détestais même les mathématiques. Je crois qu'au BEPC, j'ai dû avoir 3. Et j'arrive dans le second cycle. Seconde, comme ça. Et première, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Les redoublants ont l'art de vous décourager. J'arrive en première, il y a les redoublants. On parlait à l'époque, je ne sais plus, des intégrales, des acronymes, je ne sais plus, des choses comme ça. Et moi, je dis, je vais faire comment? Donc, à la fin, il dit non, il me faut comprendre qu'on ne peut pas passer d'un coup. Et à la fin, je leur demande, bon, est-ce qu'il y a déjà quand même eu quelques cas où quelqu'un est arrivé ici, il a passé sans échouer, sans revoir? Ils ont dit oui. J'ai dit bon, ok, donc il n'y a pas de problème, moi je vais passer. Donc, je dis maintenant, pour que je passe, il faut que je comprenne les mathématiques. Je vous assure. Je dis maintenant, je veux comprendre les mathématiques. C'était ma décision personnelle. Je n'ai pas eu de répétiteur. En fait, c'est parce que je n'étais même pas attentif au cours quand l'enseignant venait. Parce que j'avais déjà un blocage dans la tête. Je dis, c'est pas moi. Je me suis mis à suivre. Et j'ai compris qu'il y a une seule chose fondamentale en mathématiques, c'est qu'il faut comprendre la méthode, le cheminement. Et croyez-moi, à la fin de l'année de ma classe de première, j'ai eu le probatoire avec 17 en mathématiques. Et avant même les examens de probatoire, je faisais les répétitions à mes camarades de classe en mathématiques. Et ça, je vous le dis sans forfanterie. J'ai passé le bac avec 14,5 ou 15 en mathématiques. Je cite cette expérience personnelle parce que c'est depuis ce jour-là que j'ai compris qu'il ne faut pas décourager, il faut un peu démystifier. Nous devons donc être aujourd'hui des agents dont le rôle fondamental est de mettre cela à la portée de nos étudiants. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple pour montrer pourquoi l'enseignant est au centre du dispositif. Non, vous ne pouvez pas avoir un enseignant qui est au centre du dispositif et ne pas le traiter comme quelqu'un qui est au centre du dispositif. On touche là donc à vos problèmes salariaux, à vos problèmes de primes, statut social. Moi, quand j'ai grandi, quand nous étions petits, nous savons dans les villages, dans les petites localités de l'arrière-pays, il y avait 3 grands notables modernes au sens de l'État. Il y avait l'autorité administrative, il y avait le médecin ou l'infirmier chef du coin, il y avait l'enseignant, le directeur ou le proviseur. C'était les 3 notables, les 3 grandes personnalités du coin. Et avec le temps, l'enseignant a perdu son statut. Et il a commencé à perdre son statut social du jour où personne n'a plus été attentif à comment il se déplace, comment il apparaît en public, comment il est perçu par la population. Vous ne pouvez pas laisser vos enseignants, même ceux qui ont déjà une certaine ancienneté, prendre les bains sikines. Ce n'est pas normal. Je vous assure. Si vous dites qu'un directeur de l'école, un directeur d'école, un directeur de CS, un proviseur du lycée a plus forte raison qu'on va le voir derrière le bain sikine, n'attendait pas le miracle. La société sait déjà qu'il ne vaut rien. D'où parfois l'irrespect que vous pouvez percevoir chez l'étudiant, l'élève, et également le fait que les parents se disent, bon, si c'est pour finir comme ça, vraiment, ce n'est même pas la peine. Nous, quand on avait un membre de la famille à l'époque qui réussissait l'entrée du concours à l'école normale, on célébrait pendant des semaines. Parce que c'était une personnalité. Il sortait en catégorie A2, etc., etc., etc. Donc, il faut revoir le statut social de l'enseignant. Il faut le remettre à sa place. Et c'est pour cela que dans notre projet, non seulement il va falloir revoir les salaires à la hausse, il faut réviser les salaires des enseignants à la hausse. Je le dis et je répète, il faut réviser, revoir le salaire des enseignants à la hausse. Deuxièmement, pour le statut social de l'enseignant,
nous avons décidé que si nous sommes en capacité, ou dès que nous serons en capacité de diriger ce pays, on construira des maisons d'astreinte pour les enseignants. Ce n'est pas normal que vous affectiez ou vous nommiez un directeur de CES, un proviseur, voire un enseignant dans une localité, surtout dans l'arrière-pays. Il arrive, il n'a même pas de maison décente à louer, même s'il avait de l'argent, il n'y a même pas. Il va donc avoir deux réflexes. Soit il se fond dans la nature et donc épouse la condition du paysage et ne se distingue plus, son statut social est ruiné, soit il va tout faire pour aller se loger dans la ville voisine ou la localité qui est voisine. Et du coup, comme conséquence, il y aura l'absentéisme, la difficulté pour se déplacer, pour aller dans son établissement, etc. Il faut remettre en place, construire des maisons d'astreinte. Cela veut dire que quand vous arrivez, la maison est là. Bien entendu, nous avons des expériences malheureuses par le passé où les bénéficiaires des maisons d'astreinte, avant de partir, détruisaient tout, arrachaient tout. Mais ça, ce n'est pas un problème, c'est facile à régler. Ce qu'on fait, c'est qu'à l'entrée, on coche tout ce qu'il y a. Et à la sortie, on coche tout ce qu'il y a ou tout ce qu'il n'y a pas. Et s'il y a des choses qui manquent, c'est vous qui allez... Non, c'est vous qui allez remplacer. Mais il faut que vous arriviez rassuré psychologiquement du fait que j'ai un logement décent qui m'attend. Je ne vais pas en détail dans les différentes primes. Je vais simplement, pour compléter ce volet sur l'enseignant et le statut de l'enseignant, dire que nous avons aussi des attentes élevées vis-à-vis des enseignants. Nous avons des attentes élevées. Nous pensons que l'enseignant doit être le premier à nous aider à combattre certaines pratiques inacceptables dans notre société. La corruption, les manipulations, le népotisme, le tribalisme et tout le reste. L'enseignant doit être attaché viscéralement à un certain nombre de valeurs éthiques fondamentales. N'oubliez pas que pendant longtemps aussi, les parents s'en remettaient aux enseignants pour beaucoup de choses. Excusez-moi, nous sommes des adultes, mais certaines pratiques dans les établissements scolaires d'enseignement que l'on voit, qui se répandent sur les réseaux sociaux, sont indignes de notre pays et ne reluisent pas le corps des enseignants quand on apprend que certains enseignants sont mêlés à cela. Heureusement, ce n'est pas vous tous. On ne va pas partir d'un cas pour généraliser. Mais ces cas-là existent. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Si nous sommes dans un établissement, dans un village, une petite localité, une petite ville, tout le monde connaît l'enseignant. Après, on dit que tel élève, 2, 3, 4 sont tombés enceintes. L'enseignant connaissait quelque chose de ça. Ça n'est pas bien. Sans compter justement ce laxisme qui va jusqu'à laisser l'introduction des stupéfiants, tout ça dans les établissements scolaires. Nous savons tout ça, nous suivons. C'est extrêmement dangereux. Vous ne pouvez pas, vous êtes aussi des parents d'enfants. Vous ne pouvez pas croire que vous allez créer le chaos dans votre établissement scolaire et créer des îlots où vos enfants seront protégés. Ça n'existe pas. Si vous le faites, ça va détruire tout le monde, y compris vos propres enfants. Donc ce sont des responsabilités particulières. Vous allez avoir demain la responsabilité fondamentale et essentielle d'enseigner les humanités africaines à nos enfants. Nous tous aujourd'hui, on connaît Aristote, on connaît Hérodote, on connaît machin. Mais vous connaissez combien de vrais penseurs africains qui nous ramènent à notre propre histoire? Vous allez avoir cette responsabilité. Parce que notre conception du système d'enseignement est que c'est le moule. C'est le moule du citoyen de demain. Mais c'est aussi le moule du savant de demain. Ce n'est pas seulement le savant qui nous intéresse, c'est également le citoyen. Parce que vous pouvez être savant si vous n'êtes pas patriote, si vous ne connaissez pas votre pays, si vous n'aimez pas votre pays, le résultat est catastrophique parce que votre science, vous pouvez la vendre n'importe où. Donc, il est important de mettre l'enseignant au cœur de cette affaire-là. J'ai entendu quelquefois et lu quelquefois des situations où on nous a dit que des parents s'offusquaient de ce que les enseignants exigeaient
que tel ou tel, que les élèves chantent l'hymne national avant d'entrer dans les salles de classe et tout. Ça va être obligatoire avec nous. Et si un parent ne veut pas qu'il aille scolariser son enfant dans le pays où il veut, mais s'il est Camerounais, il doit chanter l'hymne national. Il doit chanter l'hymne national. Et il doit même apprendre à le chanter dans les deux langues, français et anglais. C'est notre histoire. C'est celle que nous sommes en train de forger. C'est nous, ensemble, qui la construisons. Voilà très rapidement pour ce qui est de l'enseignant. J'ai dit donc, décence vestimentaire, port de blouse obligatoire. J'ai entendu des gens dire qu'il faut une indemnité de blouse. Tu mets ta tenue de travail, tu vas avoir l'indemnité là-dessus pour comment? Port de blouse obligatoire. Pourquoi? Parce que vous aussi, les enseignants en particulier, si je ne veux pas stigmatiser, je vous demande pardon d'emblée, mais les enseignants femmes, bon, quand vous voyez les images de certains enseignants femmes, tu te demandes toi-même, tu cherches quoi? Bon. Après, vous dites que les enfants, les petits garçons, là, vous dérangent. Vous-même, vous avez fait comment? Donc, il faut la blouse, là. D'ailleurs, ça vous protège de la saleté, de la craie et de tout ça. Donc, ce n'est même pas quelque chose sur laquelle on doit insister. Si vous voulez que ce soit l'État qui vous mette à votre disposition les blouses, on va le faire. Mais il faut porter les blouses. Pendant les 1 heure ou 2 heures du cours, vous avez ça. Quand c'est fini, vous enlevez. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, j'ai parlé du civisme. J'ai parlé du respect scrupuleux de l'éthique. Voilà des attentes spécifiques que nous avons vis-à-vis des enseignants. Maintenant, s'il y a des points, et le correct est là pour ça aussi, s'il y a des points particuliers tout à l'heure sur lesquels il faut insister et que nous vérifions, bien que c'est dans notre programme, nous prenons les notes. Donc, nous vérifierons si tout cela est dans notre programme ou pas. Parce que nous voulions ici, aujourd'hui, préparer ce que nous appellerons demain un pacte éducatif avec les enseignants. Un pacte éducatif. Ça va être, l'État prend sa part de responsabilité, s'engage, mais les enseignants doivent prendre les leurs. Pour que nous ayons les performances que nous attendons de notre système éducatif. On va faire un pacte. Ce que nous faisons, c'est en réalité des préalables aux futurs états généraux de l'éducation. Parce que nous voulons mettre ça dans le programme pour dire on prend en compte vos préoccupations. Mais pour que tout le corps enseignant y adhère, au-delà de ses représentants nombreux ici aujourd'hui, il faut vraiment que nous ayons des états généraux, même avec 2000, 3000 personnes. Préparés, bien préparés. C'est un pacte, c'est un engagement que je voudrais sceller avec les enseignants. Qu'un document final soit signé, engage les uns et les autres. Que nous ayons un calendrier de mise en œuvre de ce que nous allons arrêter. Que si nous avons dit que nous voulons, par exemple, un recyclage des enseignants en fonction des filières sur lesquelles nous voulons mettre l'accent, que nous disions il faut que cela soit fait dans les 6 mois, dans les 12 mois. Parce qu'au besoin, nous allons aller chercher, justement, sur le plan pédagogique, des gens qui peuvent nous permettre de concevoir des modules de mise à jour des enseignants là-dessus. C'est un projet, il s'agit d'un projet national. Dans les années, à la fin des années 90, le Cameroun était dans ce qu'on appelle les pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure, dans laquelle se trouvait aussi la Corée du Sud. Quand j'ai dit ça un jour, les gens ont cru que je mentais. Et quand ils ont voulu discuter, je leur ai envoyé le lien pour qu'ils aillent voir sur les documents de la Banque mondiale. Le Cameroun était pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devions être un pays développé, industrialisé. Donc, ça, c'est le système éducatif. Maintenant, le deuxième pilier, ce sont les élèves, le réceptacle. Franchement, ne nous laissons pas abuser, nous, responsables du système éducatif. Vous, en tant qu'enseignants, nous, en tant qu'acteurs politiques. Aucun pays ne se développe avec le libertinage. La discipline doit être une valeur absolue partagée. Et je dis, je vous le répète, pour nous, si nous sommes demain en capacité de diriger, il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. Si des parents
ne veulent pas qu'on impose la discipline à leurs enfants, ils devront se débrouiller ailleurs. Et la discipline veut que les élèves arrivent à l'heure. Moi, j'ai été élève dans des lycées où lorsque vous arrivez avec 5 minutes de retard, les barrières étaient fermées. Ce n'est pas seulement la porte de la salle de classe, c'est les barrières. Vous ne pouviez même pas entrer. Au lycée, j'ai fait le lycée classique de Bafoussam, le lycée Jos de Douala. Voilà mes 2 établissements scolaires. Après 1 an au collège Saint-Thomas. Donc c'était comme ça. À Jos, vous arrivez, vous voyez la barrière de Jos qui donne sur le boulevard, l'avenue dite de Général de Gaulle. Vous voyez, c'est fermé. Vraiment, vous devez seulement rentrer chez vous. Il n'y a même pas de débat. D'ailleurs, vous débattez avec qui? Il faut que nous arrivions à cela. Discipline, ponctualité des élèves. Respect des élèves vis-à-vis des enseignants. Quand un élève manque du respect vis-à-vis d'un enseignant, il y a le conseil de discipline. On ne doit pas commencer à demander à être gentil, machin. Non, c'est là que nous formons le citoyen camerounais de demain. Ce n'est pas lorsqu'il est déjà en responsabilité, non. C'est là. Conseil de discipline, convocation des parents. Convocation des parents. Ça, c'est ce qu'on attend des enseignants, de l'élève. S'il y a des devoirs que l'on demande aux élèves, qui doit rendre, il doit rendre. Je dis, il faut que nous arrêtions avec le laxisme, avec la compréhension, avec les demi-mesures, avec les... Bon, son père est venu me voir, sa mère est venue pleurer. Non. Nous n'arriverons à rien, je vous assure. Vous savez, vous voyez ce qu'on appelle les pays émergents au BRICS aujourd'hui. Ce que je dis là, c'est ce qu'ils appliquent pour s'en sortir. Les pays développés, ce qu'on appelait les pays développés jusque-là, en fait, sont victimes d'un syndrome. C'est le syndrome de ceux qui sont repus. Donc, quand vous êtes déjà vraiment trop rassasié, tout ça là, vous êtes laxiste. On dit, oh, laissez les enfants, oh, c'est le droit de l'enfant, oh, ceci est monté. Non. Ce qui fait qu'un enfant chez eux a plus de droits même que tout le monde. Non, nous devons, je ne dis pas qu'il faut brimer les enfants, qu'il faut les frapper et tout ça, mais nous, la discipline, ce n'est pas nécessairement la violence. Mais nous devons imprimer la discipline. Les gens doivent savoir que quand on dit qu'on va à l'école là, on est astreint à un certain type de conduite. Le système éducatif que nous préconisons met également de grosses responsabilités sur les épaules de l'État, c'est normal. Je n'ai pas voulu insister ici sur le rôle des parents d'élèves, parce qu'il faut que les gens, nous Camerounais, comprennent que ce ne sont pas les professeurs et les maîtres dans le primaire qui peuvent tout transmettre à l'enfant. De l'autre côté aussi, les parents doivent y contribuer, concourir. Donc le rôle de l'État, c'est quoi? C'est réhabiliter le cadre éducatif. Donc construire les établissements scolaires là où il y a des besoins, réhabiliter les établissements scolaires existants, moderniser le système éducatif camerounais à travers l'adaptation aux nouvelles technologies que nous devons introduire plus tôt. Quand nous avons, comment dirais-je, interpellé ou critiqué certaines mesures, on a pensé que c'était politicien. Non. Quand on a dit qu'on pouvait acheter 500 000 ordinateurs au Cameroun, ce n'est pas pour revenir dessus. Nous avons dit et nous avons fait une déclaration en disant que non, l'argent que vous mettez dedans, vous pouvez faire 2 ou 3 usines de montage de ça ici. Et au lieu de faire une opération qui devait se limiter à une génération d'étudiants, parce qu'on disait on va distribuer les 500 000 aux étudiants de cette année-là, et les étudiants de l'année d'après, on fait comment? Or, si on avait des usines de montage au Cameroun, non seulement vous avez un marché permanent, mais également vous pouviez alimenter tout votre système éducatif demain, y compris avec des ordinateurs de faible capacité qu'on met à la disposition des jeunes du primaire. La différence entre les Chinois, le jeune Chinois commence à coder à l'âge de 5 ans, à coder, à faire le codage informatique. Le codage, 5 ans. C'est pour ça qu'ils inventent, ils créent et tout. Leurs jeux, ce n'est pas seulement des jeux ludiques, ce sont des jeux où ils se forment. Donc ces structures-là doivent nous permettre effectivement de nous mettre au diapason. C'est à l'État d'investir dedans.
dans ce domaine-là. Maurice Kamto propose dans ce nouveau système l'introduction de 13 années d'études primaires et secondaires avec 2 nouveaux cycles secondaires. Le premier d'une durée de 3 ans et le second de 5 ans, ponctué par 2 diplômes. Le diplôme d'accès à la spécialisation de l'enseignement secondaire pour le premier cycle du secondaire et le diplôme de fin d'études pour le second cycle du secondaire. Le tout pour un système éducatif camerounais plus professionnalisant, harmonisé et unifié sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, s'agissant des programmes, il faut réarticuler, à notre avis, le système, le cursus, si vous voulez, d'enseignement au Cameroun. Nous voyons globalement un cursus sur 13 années. Nous voulons une réarticulation qui ramène le primaire à 5. Voilà. Et il y aura un premier cycle du secondaire avec 3 années et un deuxième cycle du secondaire avec 5 années. J'explique. Nous voulons alléger et simplifier et j'allais dire supprimer un certain nombre de diplômes. C'est-à-dire le CEP, le BEPC, le probatoire, le baccalauréat. Je crois que c'est 4 maintenant. Nous voulons ramener à 2 diplômes. Le premier cycle qui va du primaire à la fin du premier cycle du secondaire, c'est un total de 8 ans. Obligatoire d'ailleurs, comme tout le cycle, mais c'est obligatoire. Au terme duquel l'élève recevra son premier diplôme d'éducation. On appelle ça diplôme d'accès à la spécialisation de l'enseignement secondaire. Je suis favorable à cela, j'ai discuté longuement avec des enseignants, parce que d'abord ça élève le niveau des Camerounais lorsqu'ils vont entrer dans le circuit de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous donne le CEP. Mais le CEP, quels sont encore les concours ou le secteur privé, les secteurs privés qui vont vous demander à vous recruter avec le CEP? Il n'y en a plus. Ça sert donc à quoi de donner un CEP, c'est-à-dire d'avoir un diplôme que vous mettez en poche qui ne correspond à rien? Parce que même lorsqu'on vous dit sur le papier que le concours, c'est un concours avec le niveau de CEP, vous savez très bien, vous comme moi, que ce sont des gens qui ont le baccalauréat qui viennent faire ce concours-là. Donc, nous disons, il faut effectivement un cycle de 8 ans au terme duquel le jeune Camerounais a son premier diplôme. Et ce diplôme est valorisant, ce diplôme est valorisé. Il a un niveau, effectivement, que même s'il interrompait, d'aventure il interrompait ses études là-bas, il aura un niveau qui lui permette effectivement, même en exerçant une activité professionnelle autonome, il aura un niveau qui lui permet de mieux se déployer. Le deuxième donc, diplôme, qui intervient après les 8 ans et qui dure 5 ans, donc qui est le diplôme d'accès à l'enseignement supérieur, ou bien, je crois, voilà, diplôme de fin d'études secondaires qui permet l'accès aux universités, à l'enseignement supérieur, dure donc 5 ans. Et ça remplace à la fois le probatoire et le BEPC, et le bac, pardon, et le baccalauréat. Donc, ce qui fait que l'élève, sur ces 2 segments, se concentre. Si pour une raison ou pour une autre, il voit qu'il ne va pas aller jusqu'au bout du deuxième diplôme, et s'il interrompt après le premier diplôme, il aura quand même un niveau, s'il veut présenter un concours, il peut le faire. S'il veut aller dans le secteur privé, il aura un niveau qui lui permet de donner satisfaction à son employeur. Et s'il veut s'installer à son propre compte, il aura un niveau qui lui permet de s'insérer dans la vie économique active. Il ne s'agit pas comment dirais-je, de diminuer ou de dégrader ou de dévaloriser le niveau de l'enseignement, le contenu, les contenus, et je pense que peut-être on projettera tout à l'heure pour montrer ce qu'il y a dans les contenus, seront globalement les mêmes, mais réaménagés avec un accent sur les disciplines scientifiques et technologiques, et puis dès le départ aussi avec un accent vraiment sur l'enseignement de l'histoire du Cameroun, l'enseignement des humanités africaines, l'histoire de l'Afrique et des choses comme ça. Voilà ça. Sinon, globalement, on va juste enlever les matières superflues qui ne sont pas nécessaires pour
donner en fait un poids plus important aux matières scientifiques et technologiques. Voilà ce que nous proposons et nous aimerions vous entendre là-dessus aussi. Si ça correspond à vos préoccupations, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on va en débattre et on voit quelle est la meilleure option. Mais nous pensons qu'avec ça, c'est mieux. Les objectifs, c'est l'employabilité et l'auto-employabilité dès la fin du premier cycle, donc du cycle du premier diplôme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aussi embrasser l'enseignement supérieur pour des formations courtes ou des formations plus longues. S'agissant de contenu, j'ai dit les humanités africaines et les sciences sociales. Il faut les enseigner. Vraiment, il est anormal que ce soit les autres qui nous disent ce que nous devons apprendre sur notre propre histoire. Et pourtant, il y a des Africains qui ont fait des travaux scientifiques incommensurables. J'ai parlé tout à l'heure d'Anta Diop, mais on peut parler aussi de ses disciples qui ont suivi, qui ont produit énormément. Des travaux scientifiques qui n'ont jamais été contestés. On a voulu dénigrer Cheikh Anta Diop dans les années, lorsqu'il a soutenu sa thèse, notamment sa thèse de 1960. Et lorsqu'il fait le congrès du Caire en 1974 sur les origines africaines de l'Égypte pharaonique, et montre effectivement qu'on doit tout à cette partie, mais que l'essentiel des pharaons était noir, on a contesté au Caire. Mais personne, c'est-à-dire on a contesté sur le plan du discours idéologique, mais pas sur le plan scientifique. Personne n'a jamais battu en brèche ces travaux. J'ajoute même qu'au Caire, les vidéos existent, vous pouvez voir, il a dit, je demande 1 cm² ou bien 1 mm² de la peau de Toutankhamon. Et comme il avait le laboratoire de carbone 14 à Dakar, je vais vous montrer à travers le taux de mélanine que c'était un noir. Il n'a jamais fait. Donc ce n'est pas contestable. C'est simplement que nous vivons en fait sous la dictature de l'histoire des vainqueurs depuis 5 siècles. Il faut bien comprendre cela, ce n'est pas autre chose. C'est qu'il y a une partie du monde qui a dominé le monde et qui a diffusé sa perception du monde. Je vais vous dire une chose. En Chine, la religion des Chinois, c'est leur histoire. La religion des Chinois, c'est leur histoire. Et c'est pour cela que quand les gens disent qu'ils veulent s'attaquer à la Chine, je leur dis, préparez-vous bien. Parce que le Chinois, où qu'il soit dans le monde, sait d'où il vient. Et ce que les autres lui ont fait. Et je dis, il n'oublie jamais qu'à la fin du 19e siècle, les Européens leur ont imposé les capitulations. Et ce que vous connaissez, nous connaissons tous la guerre de l'opium. Vous avez déjà vu un pays à qui on a fait la guerre pour l'obliger à acheter la drogue? On a fait ça aux Chinois. Et les Chinois n'oublient pas. Donc il faut que nous cessions de croire que notre histoire doit être validée par les autres. Je suis souvent étonné. Nous, je dis que, voilà, telle chose chez moi, on a fait ceci, j'avais mal, on a tué mes parents et tout. Et on me dit que non, je dois attendre que quelqu'un vienne faire l'enquête de suffrer les commissions pour me dire que oui, c'était comme ça. Mais c'est toi qui as subi ça. Moi, je dis que c'était comme ça. Et même si je mens, laisse-moi me mentir à moi. Est-ce que je t'ai dit d'apprendre? Laisse-moi avec mon histoire. Donc, il faut que nous cessions, il faut que nous changions vraiment totalement comme disent les anglo-saxons, le mindset. Construisons notre pays. Je termine sur ce point en disant, oublie, il y a ce qu'on appelle le roman national, qui ne correspond, qui n'épouse pas nécessairement les faits historiques. C'est-à-dire qu'on embellit à un moment donné l'histoire, parce qu'on veut rassembler et construire une nation. Et c'est les enseignants. Quand on parle, je me souviens, on aime bien faire référence à notre ancienne puissance de tutelle. Et la Troisième République, on l'appelait en France la République des professeurs. La Troisième République en France, c'était la République des professeurs. Parce que c'était les grands, c'est eux qui concevaient tout. Les cabinets ministériels, c'était eux, c'est eux qui pensaient l'histoire de France. C'est eux, c'est vous les enseignants. Ce n'était pas les professeurs d'université, je souligne. C'était les professeurs des lycées et collèges. Et c'est eux qui ont élaboré l'histoire de leur pays. C'est eux qui ont enseigné ça à leurs enfants. Et c'est ça qui a fait leur force dans l'histoire. Donc, il ne faut pas qu'on regarde simplement comme des gens qui mendient ou quoi parce qu'ils veulent l'emploi. Non, pourquoi on réduit l'enseignant et qu'il va trouver un emploi? Non, ce n'est pas l'emploi. C'est le rôle que vous jouez dans la construction du Cameroun de demain. Si on perçoit
l'enseignant de cette façon-là, on n'a même pas beaucoup d'efforts à faire pour dire qu'il faut revaloriser à la fois votre statut et votre rémunération. L'objectif, c'est quoi? C'est que désormais, après le premier diplôme dont nous avons parlé tout à l'heure, pour avoir le diplôme de fin d'études secondaires qui t'ouvre l'université, il faut que l'enfant ait déjà une orientation. Il faut qu'il identifie déjà vers où va son inclination. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Je suis plus à l'aise dans les matières scientifiques, technologiques, je suis plus... Et sachant que demain, la proportion va être inversée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, quand j'étais étudiant ici, en Boakele, la faculté de lettres était la faculté la plus surpeuplée. Donc, où il y avait le plus grand nombre d'étudiants. Demain, ça va être l'inverse. La faculté de sciences et de technologies dans les différentes universités qui existent aujourd'hui vont être celles qui vont recevoir le plus grand nombre d'étudiants. C'est pour cela que nous insistons pour qu'on introduise ces matières-là tôt, parce que l'élève va alors voir ce qui lui plaît. Je me souviens, quand on était en classe de 4e, quand nous on était des collégiens, il y avait une matière qu'on appelait technologie. Je ne sais plus si ça s'enseigne. Mais c'était extraordinaire parce qu'on nous donnait le B.A.B.A. Moi, j'ai retenu aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je sais que pour faire certaines choses, pour faire par exemple la perspective, oui, c'est là que j'ai appris, et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que ça m'aide, si je veux illustrer quelque chose pour quelqu'un, pour qui des chiffres, je sais comment faire la perspective cavalière. Donc, il faut introduire ces choses-là très tôt. Et pour que l'élève commence effectivement à voir là où il a des aptitudes, là où il a des préférences. Pour que lorsque maintenant il va accéder à l'enseignement secondaire, il peut dire supérieur, il dit, moi je vais faire un truc de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, et puis c'est tout. Ensuite, il y a les enseignements à orientation professionnelle. Donc, les programmes de formation technologique, pour nous, c'est des formations de base. Mais il y a des enseignements à orientation professionnelle, de la bureautique et de la gestion administrative, de l'alimentation, des beaux-arts. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'architecture de l'intérieur. Généralement, les gens se débrouillent, mais il faut que ce soit plus professionnel. Si vous voyez, il y a des milliardaires. Moi, je connais un pays comme le Nigeria. Si vous voyez, même sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver ce que gagnent les architectes d'intérieur. Parce que la classe supérieure veut que sa demeure, son intérieur, fasse la différence. Et il est prêt à payer ce qu'il faut. Et ça, au lieu que ce soit de la débrouillardise, parce que bon, ma tante sait un peu faire les rideaux, je suis allé apprendre là-bas. Il faut vraiment que ce soit à l'école. L'on professionnalise. Donc il y a les beaux-arts, l'industrie de la mode, de la vente, de la beauté et du bien-être. La vente. Vous connaissez toujours ma fameuse boutade. J'ai dit, la vente, ici quand vous ouvrez un magasin, à plus forte raison une boutique, vous allez chercher vos cousines, vos nièces, ou vos filles. Vous les mettez, mais à aucun moment vous ne leur avez jamais enseigné ou appris comment on accueille un client. Donc quand vous arrivez même, elle se dit que c'est la boutique de mon frère. C'est même quoi? Tu veux même quoi? Oui, n'est-ce pas? Tu es en train de vendre, tu dois faire en sorte que quelqu'un qui entre dans ta boutique laisse l'achat avant de sortir. Donc tu dois avoir justement le talent qu'il faut pour l'amener à dépenser son argent. Et c'est pour cela que je disais, comme les jeunes Camerounais, là, nous les Camerounais, ils sont très chauds. Quand ils vont dans les magasins en Europe, là, et quand ils entrent dans le magasin, ils voient la vendeuse, elle a le sourire jusqu'aux oreilles, ils croient que c'est pour lui. C'est l'argent là, on veut que tu achètes quelque chose. Parce que c'est avec ça qu'il a son salaire, elle qu'elle a son salaire à la fin du mois. Donc c'est la vente. On doit former des gens à la beauté, aux soins de bien-être, la manutention et la logistique, l'hôtellerie, le tourisme, les bénisseries. Parce que vous aurez ensuite des instituts qui forment au diplôme peut-être de l'hôtellerie, du tourisme. Mais c'est lorsque l'enfant a été en contact de manière introductive à cette discipline qu'il peut dire « Ah, ça m'intéresse. Je vais donc aller approfondir dans un institut qui forme en hôtellerie. » Les bénisseries et l'artisanat, la construction et le bâtiment, l'agriculture, l'horticulture et le paysage. Donc voilà. En ce qui concerne la méthode, l'évaluation pointue des besoins
en formation et les métiers à couvrir pour un fonctionnement optimal de l'économie, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle des entités fédérées. Parce que je n'ai pas fait le mystère de ce que nous, on est favorable au fédéralisme, dont nous réfléchissons dans cette optique. J'ai parlé tout à l'heure des investissements qui incombent à l'État. Donc il faut des investissements vraiment intensifs et qu'il va falloir procéder, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques. Ça coûte de l'argent. Mais nous savons aussi qu'on peut effectivement arriver à diminuer les coûts. Je vous donne un exemple. Si nous avons beaucoup de gens ici au Cameroun, même à Douala, des entreprises qui font dans le plastique. Vous connaissez tous comme moi ce qu'on appelle les Lego. Les Lego, c'est les petits jeux pour les enfants. Les mamans connaissent très bien ça. Dans nos écoles maternelles, c'est ça qu'il faut mettre à la disposition des enfants très tôt. Pourquoi? Parce que quand l'enfant a les Lego, les études pédagogiques montrent que son esprit travaille à la conception des choses, à la fabrication des choses. Parce que chez nous, dans la formation traditionnelle, ce sont des périodes où l'enfant, il est dans la pure abstraction. Parce qu'on lui enseigne des mots, des concepts. Mais si vous dites, voilà des Legos, par exemple, pour faire une maison, il va faire sa maison peut-être n'est pas bien tenue. La maîtresse ou le maître ou l'instituteur va lui montrer que c'est comme cela. C'est quelque chose qu'il a gagné. Ce sont des âges où on commence à fixer les choses très tôt. Mais ces Legos, au lieu de les importer, nous pouvons les faire fabriquer par nos entreprises qui, à Douala, font du plastique parce que c'est une question de mots. Si vous leur dites de fabriquer, ça est de livrer à l'ensemble des établissements scolaires camerounais. Vous créez des emplois, vous créez de l'économie, mais en même temps, vous réglez un problème sur le plan pédagogique qui est fondamental. Donc, pareil, ces investissements, nous pouvons diminuer les coûts quand nous parlons des bénisseries, quand nous parlons de tas de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec le bois que nous avons en abondance dans notre pays et mettre à la disposition des Camerounais. Songez par exemple, nous quand on était jeunes, les règles, on appelait les règles des 6 mètres ou des camèches, je ne sais plus comment. Il y avait des règles avec des traits dessus. Oui, voilà, merci, les règles graduées. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on importe les règles graduées au Cameroun? Expliquez-moi. Donc, mon idée, c'est que tous ces leviers soient utilisés à la fois pour dynamiser l'économie, mais également pour rendre l'enseignement orienté vers ce que nous voulons. Donc, il faut la digitalisation, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, formation continue des enseignants. Une de nos idées importantes, c'est que nous devons avoir des périodes, de recyclage de l'enseignant. C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'années, pour que l'enseignant ne se sclérose pas, et qu'il en soit au niveau de connaissances qu'il avait lorsqu'il avait fait l'école normale et que depuis sa sortie, il n'a plus fait. Il faut qu'au bout d'un certain nombre d'années, nous n'avons pas déterminé encore de façon ferme. L'enseignant refasse 6 mois ou 1 an pour des mises à jour, 3 mois, peu importe. Mais c'est important qu'il se mette à jour, qu'il soit à jour pour mieux assurer une formation dont il aura la charge. Il faut donc mettre un accent sur la créativité dans les programmes, sur la proactivité des élèves, la gratuité de l'école publique. Nous y tenons, de la maternelle au secondaire sera effective. Je dis bien la gratuité. Gratuité de l'enseignement de l'école primaire, du premier jour jusqu'au fin du secondaire. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut 2 diplômes, parce que l'État va mettre tout ce qu'il faut pour que chaque Camerounais ait au moins le premier diplôme. Donc, sur les 8 ans, qu'il ait au moins ces niveaux-là. Ensuite, on va pousser en fonction des orientations, mais ce sera gratuit. Je crois que notre pays a les moyens de payer cela. Surtout que le résultat est extraordinaire parce que les conséquences ou l'impact sur l'économie, vous verrez ça après 5 ou 10 ans, ça va être extraordinaire. Les frais des associations des parents d'élèves et des enseignants seront supprimés. Donc, voilà ce que nous préconisons. Bon, et parmi les matières enseignées, il y a l'enseignement de l'économie, il y a l'apprentissage, comme je vous l'ai dit, du codage informatique. Très tôt, on va introduire ça. Bon usage d'Internet et des réseaux sociaux. En réalité, notre pays utilise très mal les réseaux sociaux. Vous, les enseignants, vous devriez avoir accès aux réseaux sociaux. Mais sur des... On va avoir, en quelque sorte, je dirais, je
n'irai pas jusqu'à dire l'Internet camerounais, mais l'État doit contrôler en réalité les réseaux sociaux dans le système éducatif pour voir ce qu'on met à la disposition de nos enfants. Et pour cela, il faut que les enseignants, eux également, aient un accès facile à Internet. Moi, je crois qu'il est normal que sur le plan pédagogique, même si ce n'est pas à votre domicile, mais qu'à l'établissement scolaire, que vous ayez un certain nombre de quotas horaires d'accès gratuit aux réseaux sociaux, même pour vos recherches pédagogiques, même pour etc. etc. Donc, ça, c'est un point également sur lequel je voudrais vraiment insister. L'initiation à l'intelligence artificielle. Je voudrais juste terminer sur ce point en vous disant que moi, j'ai vu de mes yeux projet pédagogique d'un lycée technique en France, je cite ce cas. L'enseignant, au début de l'année, a dit, l'enseignant de technologie, sciences et technologie, a dit à ses élèves, on va faire cette année un avion. Un petit avion. Et à la fin de l'année, ils ont fait voler l'avion. Pendant ce temps, on insulte les Africains, on dit que vous ne savez même pas faire la bicyclette. Je vois tout ça sur les réseaux. Voilà un lycée qui fabrique l'avion. Bon, ils ne conçoivent pas le moteur, ils prennent un moteur. Mais il faut ensuite savoir comment tu actionnes le moteur pour que ça décolle, que ça aille et que ça revienne. Je ne dis pas le genre d'avion jouet, c'était vraiment un avion en biplace. Donc, ça veut dire que c'est possible. Aujourd'hui, d'ailleurs, 90% des choses que nous recherchons, c'est sur Internet. Donc, en conclusion, à propos de la réforme du système éducatif, nous insistons sur l'égalité des chances pour éliminer les inégalités sociales. L'intégration des technologies innovantes pour rentabiliser la formation des enfants. Un focus sur l'innovation et la créativité. La formation pédagogique de qualité pour les enseignants pour leur permettre d'être plus performants et de répondre aux besoins efficients d'encadrement des élèves. Et enfin, le culte de l'excellence du travail bien fait et le mérite. Je n'ai pas voulu ici déjà annoncer ce que nous avons à l'esprit en termes de différents prix, des distinctions que nous voudrions instituer demain, au niveau national comme au niveau local. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, que par arrondissement ou par unité administrative, il y ait un prix. Parce qu'un enfant qui dit « j'ai gagné le prix de mathématiques de mon arrondissement », ou un autre qui dit « j'ai gagné le prix technologique de mon département ou de ma région », il est dans une dynamique. Et quand ce sera possible, il gagnera le prix au niveau national. Ça encourage et tout. Nous avons une palette à cet égard. Je n'ai pas voulu qu'à ce stade, on en parle déjà. Je vous remercie énormément de votre patience. Je sais que j'ai été un peu long, mais c'est un sujet qui est extrêmement interpellant et qui est complexe aussi. J'ai fait du mieux que je peux pour ne pas aller trop dans les détails. Je vous remercie. Des innovations saluées par l'ensemble des enseignants qui repartent satisfaits par cette vision. The impressions I'm leaving here today with are very positive because the President Maurice Kamto almost touched all the points, all the aspects of education as Cameroonians, be it worldwide. For instance, concerning the questions I personally addressed to him on assessment and accountability and global trends, he gave me satisfactory answers to the questions, though question number 1 was a big trap for him, but since he's very intelligent and smart, he didn't fall in the trap by giving me exactly what I want, that those involved with the curriculum are supposed to see into that, to be able to communicate with the teachers who are in the field rather than him speaking for all. So that's all he said, and perfectly I'm going with the take-home message that Cameroonians should be assured of their future tomorrow in a peaceful manner of change. Sorti de ces échanges, je suis plutôt content parce que c'est un événement inédit. Les syndicats et ceux qui décident de la politique éducative dans notre pays, ensemble, pour essayer de voir en commun ce qu'on peut faire pour l'éducation au Cameroun. Je peux vous dire d'autres, j'ai été bluffé. J'ai beaucoup apprécié, n'est-ce pas, ce système unique à 2 cycles, un cycle de 8 ans, obligatoire
et un cycle de 5 ans, sanctionné, n'est-ce pas, par un diplôme de fin d'études du secondaire. Et beaucoup plus axé sur le professionnalisme, l'employabilité, l'auto-employabilité. Et puis aussi dans cet exposé, l'enseignant qui retrouve vraiment ses de noblesse, la place respectable qu'il n'aurait jamais dû abandonner. Je rêve, franchement, je rêve vraiment que ce projet, que le MRC, que le professeur Kamto a pour le Cameroun par rapport au système éducatif soit implémenté. Ça fait partie vraiment de, comme il a parlé, mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est un projet vraiment novateur, unique. Nous appelons, n'est-ce pas, ce projet de tout nouveau. Vraiment, je vous dis merci de nous avoir conviés, n'est-ce pas, à cette rencontre. Merci beaucoup. Améliorer les conditions de vie des enseignants pour la revalorisation de leur salaire et la construction pour eux des maisons d'astreinte, Maurice Kamto aura touché durant ce moment d'échange tous les points qui visent à l'amélioration du système éducatif camerounais et l'ensemble de ses acteurs. Des échanges qui se sont achevés sur une note de satisfaction générale, un moment d'échange et de partage que vous retrouverez en intégralité dans les prochains jours sur Africa Renaissance TV.